Monsieur, bonjour, bonsoir. Nous séparant la dernière fois, nous avons fait la promesse de vous retrouver ce jour pour une autre édition de 52 minutes pour comprendre la vie des choses et les choses de la vie. Vous y êtes, nous y sommes. Votre présence permanente à cette édition et même votre attention permanente à cette édition nous honore. Nous allons vous parler d'un homme, un inventeur. On l'appelle Safo. Plutôt Samuel Safo Tchofo, il est inventeur d'une décortiqueuse de la pistache. Il s'est rendu compte, n'est-ce pas, de la pénibilité et même de la lenteur qu'éprouvent les populations à produire en grande quantité la pistache. Et cette pistache, n'est-ce pas, dont les dérivés sont nombreux. Vous allez découvrir, n'est-ce pas, monsieur Samuel Safo Tchofo dans ce reportage. C'est à la faveur, nous l'avons réalisé à la faveur de la première édition, la toute première édition de la FIAC, entendez, Foire internationale des affaires et du commerce du Cameroun. Parmi les produits made in Cameroun, curiosité de la première édition de la Foire internationale des affaires et du commerce FIAC, en abrégé, tenue au complexe Camtel de Bépanda à Douala, du 24 mars au 8 avril 2018, il y a eu ceux-ci dérivés de la pistache exposés dans ce stand. Celui de M. Samuel Safo Tchofo, ingénieur en électromécanique, chercheur et concepteur de la machine à décortiquer des graines, en particulier les graines de courge, sèches, localement appelées en certaines langues Ngon et ou Egoussi, dans les régions anglophones du Cameroun. Pour soulager de la pénibilité et de la lenteur à décortiquer manuellement une graine après l'autre et accroître le rendement de cet aliment très prisé pour ses nombreuses propriétés nutritives, médicamenteuses et esthétiques dans de nombreux pays tropicaux, notamment en Afrique subsaharienne, Samuel Safo Tchofo a dû se lancer dans des recherches pour inventer une machine à décortiquer la pistache dont les dérivés ne sont pas passés inaperçus à la FIAC 2018. En 1998, il engage la procédure d'obtention d'un brevet d'invention. En 2013, il démissionne de son poste de directeur général Guinée équatoriale et Cameroun de Schlumberger pour plus de recherche. Le brevet final de l'invention déposée à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, en 2015, lui est délivré le 29 février 2016 sous le numéro de marque déposé 17399 SEM, entendez, Safo Egoussi Machines. Aujourd'hui, Samuel Safo Tchofo dispose d'une unité industrielle de production d'une dizaine de décortiqueuses de la pistache. Ce consultant en transformation technologique et de développement du contenu local auprès de l'Organisation des Nations Unies, qui s'intéresse notamment aux questions de développement et à la gestion de sociétés, la formation du personnel et le développement des capacités, n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Retour donc en studio pour vous présenter l'ingénieur, inventeur de cette machine à décortiquer la pistache. Bonjour, bonsoir, monsieur Samuel Safo Tchofo. Bienvenue à cette édition tout spéciale, on va le dire, n'est-ce pas, de 52 minutes pour comprendre. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Vous êtes bel et bien l'homme qu'on a vu dans ce reportage. Oui, je ne crois pas qu'il y ait des doutes là-dessus. Est-ce que ce qui a été dit sur vous est juste ingénieur en électromécanique? C'est vrai que j'ai dans mes études appris pas mal de choses, mais c'est la base de mes études. Dites-nous votre idylle avec les sciences, parce qu'il faut être un scientifique de haut vol, n'est-ce pas, pour réaliser, n'est-ce pas, de telles choses. Vous n'avez pas fait la série A, je suppose. Ça c'est vrai, non, je n'ai pas fait la série A. En fait, j'ai fait l'enseignement technique, la série E, qui est mathématiques et technique, comme ça s'appelle. Et ensuite, j'ai fait l'école polytechnique de Yaoundé. Et il se trouve que par la suite, mon parcours, essentiellement à l'étranger, m'a amené à faire pas mal d'autres choses dans la recherche et le développement. Vous rêviez, comme on dit, c'est pas sanguinaire non plus. Votre père n'était pas scientifique. C'est pas héréditaire, j'allais dire. Ça peut être héréditaire parce que mon fils là est inventeur aujourd'hui, mais j'en passe. Bon, en fait, ça part d'une passion depuis que je suis jeune. Je me posais la question tout à fait simple. Pourquoi autour de nous, il y a autant d'éléments technologiques, que ce soit des véhicules, des ponts, et j'en passe, mais c'est toujours fait par les autres. Quand est-ce que nous, on va également s'y intéresser? Donc c'est une idée qui m'habite depuis des années. Je me suis toujours dit, un jour, quand je serai grand, je parlais étant petit, je m'intéressais à ce genre de choses-là, et j'arriverai à
mettre la technologie au service d'un développement d'un produit quelconque de chez nous. Et voilà d'où c'est parti. La base de tout cela, donc, c'est l'éducation. Une éducation, n'est-ce pas, la base scientifique. Oui, l'éducation compte là-dedans, mais il y a vraiment une volonté personnelle qu'il faut avoir à un moment donné. Et il faut que les jeunes soient sensibilisés à temps qu'ils aient envie de le faire. Et l'éducation va venir compléter. Mais si cette envie n'y est pas au début, l'éducation n'apportera pas grand-chose si cette envie, on ne la crée pas dans la tête de nos jeunes. Il faut l'éducation et il faut qu'ils aient envie, qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie de faire de la science et de la technologie. Elle est importante. D'ailleurs, on a l'impression que vous n'avez pas attendu le discours du chef de l'État qui, à une certaine époque, s'adressant à la jeunesse, leur demandait d'entreprendre, d'oser et même d'innover. Et ça, c'est une innovation, il faut le dire. C'est vrai. Tous les mots ont leur sens là-dedans. Oser, entreprendre, innover. Et innover, ce n'est pas seulement dans la science et la technologie, dans beaucoup d'autres façons, même de façon de gérer. Notre façon même de faire du commerce, on peut innover là-dedans. Le domaine qui est le mien, c'est la science et la technologie. Ça, c'est avantage que ça se retrouve partout. On ne peut pas parler d'un développement sans science et technologie. Si vous voyez aujourd'hui, les pays les plus forts, les plus développés, ça s'appelle également les pays les plus industrialisés. Donc ça, c'est vraiment le socle même du développement. Aujourd'hui, quand on voit les résultats, c'est la technologie. Bien sûr, qui est sous-tendu par la science, la technologie et la technique. D'accord. Entre-temps, c'est vrai, vous ne vous retournez pas les pouces. On a suivi dans le reportage. Vous êtes un consultant, n'est-ce pas, du système des Nations Unies pour ce qui est du contenu local, du développement, comme aiment à dire certains, d'autres de l'émergence. On pourra donc compter, n'est-ce pas, avec vous pour l'émergence de ce pays, le Cameroun. Bon, si on le prend dans le sens réel du terme, bien sûr, tous ceux qui apportent un plus dans le développement du pays contribuent à l'émergence. Dans le terme simple. Si on le prend dans le sens politique, là, c'est autre chose. Voilà. On a été émerveillés à la première édition de la FIAC. C'était à la faveur de cette première édition de la FIAC, la Foire internationale des affaires et du commerce, n'est-ce pas, du Cameroun, tenue avec Panda. On a été émerveillés. Beaucoup vous ont découvert, c'est vrai, d'autres, mais ils étaient une minorité à ne pas découvrir ce que vous exposiez. Et de la pistache, on a eu, n'est-ce pas, de nombreux produits. Et des produits, n'est-ce pas, allant de la nutrition, parlons ici, parce qu'on sait que c'est un produit très prisé en Afrique sous les tropiques, on le mange dans presque toutes les sauces, un produit aussi thérapeutique parce que luttant ou traitant le cancer chez les hommes de la prostate. Voilà. Et puis, un produit, n'est-ce pas, qui embellit les femmes, les hommes. Un produit donc, n'est-ce pas, aux propriétés, n'est-ce pas, incommensurables. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cela, choisir la pistache, n'est-ce pas, qui, semble-t-il manuellement, est difficile à décortiquer? Tout part de ce constat, effectivement, le décortiquer était un travail fastidieux. Je me souviens quand on était petit qu'il fallait manger, on m'a demandé de décortiquer la pistache pour faire la cuisine. On essayait de fuir, si je peux dire ainsi. C'était fastidieux comme travail. Par contre, quand il fallait le manger, on était tous d'accord. Ça, c'est le point qui nous réunissait tous, c'est que c'était bon à manger. Donc, mais c'est tellement dur à décortiquer que je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on ne peut pas y arriver d'une manière ou d'une autre? Ça, je me suis dit il y a quand même plus de 30 ans. Et quand j'ai commencé ce procédé, j'ai dit, mais il va falloir y arriver. Je peux vous assurer que ce n'était pas évident du tout. Les premiers essais, les pissages se cassaient, ça allait dans tous les sens. Il a fallu beaucoup persévérer, j'en passe. Mais une fois que le premier prototype m'a convaincu, à la suite des expériences menées scientifiquement, que voilà, on va y arriver, il était question maintenant de se demander, au fait, est-ce qu'on va se limiter à manger ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et pourquoi la nature a caché à l'intérieur de cette graine, cette amande comestible enrobée par quelque chose de dur et au petit cachet? Je me suis dit, c'est pas seulement la graine qui est cachée, il y a des vertus cachées dedans. Et c'est là qu'en farfouillant, en lisant dans la littérature, on s'est rendu compte qu'en fait, les Américains avaient déjà repéré cette graine à travers la botanique en Afrique et avaient marqué dessus graines aux potentialités immenses pour lesquelles la recherche doit être développée, mais la technologie n'était pas là. Alors je me suis dit, mais nous avons la technologie maintenant. Engageons-nous dans la recherche. Et c'est comme ça qu'on est rentré en biochimie, on a commencé à s'intéresser à l'huile de pistache et à s'intéresser à la farine de pistache. On a rendu compte, mais en fait, les vertus, par exemple, pour la prostate, c'est dans l'huile que ça se trouve essentiellement. On dit, ah ben tiens, voilà déjà un premier pas.
Et on s'est intéressé ensuite à cette huile à quoi ça peut servir sur la peau. Ainsi, on s'est rendu compte qu'elle a des vertus en cosmétiques. Et tout ça, c'est à la suite de recherches scientifiques et d'expérimentation qu'on y est arrivé. Nous sommes en quelle année à peu près? Bon, le prototype devient opérationnel vraiment, on est en 2015 quand le prototype est vraiment, je dis voilà, j'ai la base pour l'industrie cette fois-ci. Et c'est en 2015 que la partie vraiment biochimique démarre. Elle démarre en 2014, un an avant la fin du prototype, 2014. Elle a duré 3 ans, 2014 à 2017. Mais les recherches elles-mêmes, elles commencent avant. Oui, en ce qui concerne vraiment la décortiqueuse elle-même, elle commence un beau jour de 1988, alors que j'étais jeune ingénieur sur les bases pétrolières au Gabon. Et je dessinais, je fais les croquis tranquillement entre deux jours d'opération. Et c'est là que ça a démarré au Gabon. Et ce temps j'habitais la France, je rentrais fabriquer, faire des essais à gauche et à droite pendant mes vacances. Donc ça a quand même mis pratiquement 27 ans pour arriver entre le premier coup de crayon au prototype qui concluait cette recherche-là. Et ça a pris du temps, évidemment. On va sur la réalisation. Ricardo et les autres nous permettent de vous voir nous présenter ce prototype, n'est-ce pas, la première machine, la première SEM, Safo Egusi Machines. On va suivre, n'est-ce pas, vos explications. Non, avant cela, on va suivre, n'est-ce pas, un extrait de quelqu'un que vous allez peut-être reconnaître, qui va si bien nous parler, n'est-ce pas, de l'avantage qu'on a à entreprendre, n'est-ce pas, comme vous l'avez fait. Cette usine de décortiquage représente une véritable innovation sociale, une innovation au plan technoscientifique en Afrique. C'est un projet pilote d'industrialisation qui s'inscrit dans un vaste programme de réhabilitation des savoirs et des savoir-faire du Sud. Donc, il faut y voir un projet déjà révolutionnaire en soi de par son originalité. Voilà pourquoi je parle de l'innovation sociale. En plus, c'est un projet IMO à haute intensité de main-d'œuvre qui pourra résorber justement le chômage ambiant en Afrique de manière globale. Il faut aussi signaler que c'est un projet qui s'inscrit sur le plan théorique dans ce qu'il est convenu d'appeler les dynamiques d'émergence en Afrique. Voilà, retour en plateau, on parle de projet. Peut-être que parce que vous voulez, n'est-ce pas, le surdimensionner. C'était un projet, mais sans pas encore parler de projet aujourd'hui, à moins que vous nous disiez que vous avez d'autres ambitions, n'est-ce pas, hautement plus grandes, n'est-ce pas, que celui-ci. C'était un projet. Maintenant que nous avons ces machines, peut-on encore parler de projet, ou alors vous avez, comme on l'a suivi dans le reportage, vous n'êtes pas prêt à vous arrêter en si bon chemin? Bon, d'abord, une clarification technique. Ce n'est pas 10 décortiqueuses, c'est une chaîne de 10 machines. Et la décortiqueuse est la machine centrale. C'est en fait l'une des difficultés qu'il y a eu dans ce projet, c'est qu'en fait, ceux qui cherchent à faire une décortiqueuse simple qui fonctionne comme un moulin, beaucoup de gens s'y sont cassés les dents. Nous avons pris une approche industrielle et elle a marché. C'est une chaîne de plusieurs machines qui chacun a un travail précis. C'est comme ça que nous y sommes allés. Vous faites bien d'apporter cette précision parce que lors de la journée d'excellence de la recherche scientifique, il y a un jeune du côté du Sud-Ouest qui a eu le prix du président de la République par rapport à une décortiqueuse. On a appris lors des journées JICAM Université que des étudiants de l'INSET avaient également, n'est-ce pas, mis sur pied, n'est-ce pas, une décortiqueuse. Vous faites bien de dire qu'il ne s'agit pas d'une décortiqueuse, mais de toute une chaîne. Oui, je pense que la précision vaut la peine. Déjà, il y a plusieurs variétés de pistaches. Et je salue tous ceux qui ont fait des recherches dans ce domaine. Il faut encourager tous les chercheurs. Mais ceux qui ont travaillé pour présenter des résultats jusqu'ici, c'était sur la pistache à coque molle. C'est pas celle à coque dure qui est la plus complexe, oui. Pour lesquelles je crois savoir que c'est vraiment le premier brevet qui est déposé et qui marche complètement de manière industrielle. Il y a eu pas mal d'autres éléments qui ont été faits, mais un résultat industriel complet, je pense que là, c'est le premier qu'on a au pays. On reviendra d'ailleurs, n'est-ce pas, sur votre brevet d'invention. Voilà. Maintenant,
Sur ce qu'on je vais dire dessus, c'est que l'approche que nous avons prise, on l'a prise parce qu'on a essayé l'approche d'une décortiqueuse simple, comme les autres. Et c'est après des années de recherche qu'on s'est rendu compte que ce ne serait pas le chemin. Et nous avons basculé sur l'approche industrielle. C'est-à-dire qu'en fait, nous décortiquons, c'est vrai. Mais il y a un travail à faire en amont, un travail à faire en aval. Il ne suffit pas décortiquer, il faut avoir une machine qui trie. Et nous avons mis au point une trieuse automatique pour pouvoir séparer les amandes de pistache de leur coque. Et ça, c'est un autre travail fastidieux qui vient après le décortiquage. Ça, c'est une autre invention qui suit la première. En fait, les deux sont groupés. Et après, c'est d'autres qui suivent derrière pour faire de raffiner le processus jusqu'au bout. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à une chaîne industrielle qui marche. Voilà. Et sûrement d'autres machines pour transformer donc l'amande, n'est-ce pas, qu'on a obtenue après décortiquage pour d'autres produits que nous connaissons. Justement, une fois qu'on s'est rendu compte des multiples vertus que l'huile de pistache avait, nous avons travaillé sur la machine à produire de l'huile, pressoir à huile. Mais là-dessus, je vais dire qu'il n'y a pas d'invention en tant que telle parce que les systèmes de pression d'huile existent depuis des années. Tout ce que nous avons fait, c'est en récupérer un qui pressait les graines et le modifier pour l'adapter aux réalités de chez nous. Parce que nous avons un principe, les machines importées, nous avons en tant que telles 100%, nous n'en voulons pas tellement. Nous voulons adapter ce qu'il faut aux conditions de chez nous. On peut faire toute une littérature dessus, mais ce ne sera peut-être pas le moment. Nous avons des conditions assez particulières chez nous. Notre environnement technique, notre environnement naturel, qui fait qu'il ne suffit pas de prendre une machine quelque part à la mettre chez nous. Il faut s'assurer qu'elle obéit ou qu'elle peut fonctionner dans ces conditions-là. Et surtout, qu'on peut en assurer la maintenance. Tout à fait. Merci pour cet éclairage. Les machines à décortiquer, elles existent, mais celle-ci... Apprécier l'huile. Apprécier l'huile également, mais celle-ci... c'est la haute recherche, la haute technologie, c'est la haute science. On va revenir sur le premier modèle. Vous avez appelé ça prototype? Oui, prototype, la DS3. Oui, la DS? La DS3. La DS3. Voilà. Vous allez nous expliquer comment est-ce que, je suis sûr que, n'est-ce pas, c'est dans les premières années que vous avez commencé. On va suivre, n'est-ce pas, cet extrait de vous, et puis les images qui vont suivre sur le prototype, n'est-ce pas, de la SEMS. Entendez Safo et Goussi Machines. Oui, en fait, tout est parti d'ici. Ça, c'est le prototype. La première machine qui a intégré le système complet de décortiquage et de séparation d'amandes et de coque. Cette machine a démarré, en fait, le premier modèle a été conçu en 1989. Vous avez des pièces ici qui datent de 1989. Et progressivement, elle a été amendée, améliorée à l'issue des différents travaux de recherche qui ont été faits jusqu'à aboutir à cet ensemble intégré qui était en fait la première décortiqueuse de pistache à coque dure. Et c'est par la suite que les autres ont été construites, telles que vous voyez dans l'usine pilote. Oui, il peut descendre. Donc le prototype, nous sommes dans les années, vous avez dit... Là on est en 2015, la fin de ça, mais commence en 1989. Oui, oui. Et ça a pris du temps, il faut le dire. Hein? Comme dirait l'autre, il a fallu du temps, mais pour bien faire. Voilà. Et aujourd'hui, vous en avez pratiquement une dizaine au moins. Je dis que la chaîne a 10 machines, mais ce n'est pas 10 décortiqueuses. C'est des machines spécialisées comme la trieuse. Il y a la décortiqueuse, la trieuse, le séparateur multifonction, la e-trieuse. Il y a pas mal de petits systèmes. Mais c'est une décortiqueuse industrielle à haute capacité qui est dans l'usine. Et lorsque vous vous lancez dans de telles recherches, qu'est-ce qu'on vous dit tout à côté dans l'entourage, les vôtres votre épouse, je suppose, les enfants, vous leur accordez encore assez de temps ou alors ils se voient partager leur temps, n'est-ce pas, entre vos recherches et puis la vie familiale? Je veux dire que j'ai eu la chance de commencer quand mes enfants étaient encore petits. Vous savez, quand les enfants sont petits, ils suivent ce que les parents font. Donc, ils ont plutôt été intéressés, les enfants, par ce que je faisais. Par contre, lorsqu'il fallait travailler des heures et des heures, parce que je vous dis que la recherche, ça demande beaucoup de travail. On pourrait revenir comment on arrive à ça, à ce genre de résultat. Il m'arrive de travailler jusqu'à 2h, 3h du matin dans mon garage en France.
Et mon épouse me dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là, à 4 h du matin en train de... Mais ça n'a pas toujours été évident, c'est vrai. De temps en temps, j'ai dû sacrifier un peu de temps familial pour cela. Et c'était pour la bonne cause et je ne pense pas qu'ils m'en ont voulu, puisque mes enfants sont très contents aujourd'hui. Et ils peuvent être heureux, n'est-ce pas, d'être appelés les enfants de l'inventeur de la chaîne. Et on va s'intéresser un tant soit peu maintenant à votre brevet. Vous avez des choses à nous dire. C'est... Lorsque vous démissionnez véritablement de toutes les autres chaînes, ça signifie que ça vous prenait déjà assez de temps. C'est vrai, je travaillais à l'époque, quand je travaillais encore mes responsabilités au sein du groupe Schlumberger, je travaillais surtout durant mes vacances. Et de temps en temps, même durant mes week-ends. Lorsque je démissionne, lorsque je prends ma retraite anticipée, pour être beaucoup plus clair, pour m'occuper essentiellement de ça, ça m'a pris encore beaucoup de plus de temps parce qu'il fallait le faire de manière continue cette fois-ci. Il fallait vraiment s'investir de manière continue. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on est passé des rendements assez faibles aux rendements finaux de la machine. Il fallait vraiment s'y mettre de manière permanente. Et c'est vrai, du temps. Vous n'êtes pas le maître du temps, mais vous avez consacré assez de temps pour cela. Oui. Des finances aussi, je suppose. La fabrication des pièces, non seulement la fabrication des pièces. Tout le monde sait que vous êtes ingénieur en électromécanique, dans les pièces. Vous les fabriquez vous-même ou alors vous en commandiez? Je vais répondre d'abord sur la notion d'argent. Ce que j'ai constaté au long de ma carrière et surtout dans ce projet, c'est que nous avons tendance à, quand on a à faire quelque chose, à dire il faut l'argent, on n'a pas d'argent. Et pour couper court, je suis arrivé à la conclusion que la première barrière, ce n'est pas l'argent. Si vous mettez l'argent comme barrière à ce que vous voulez faire, vous avez mis l'échec avant. Parce que si l'argent arrive là où les plans ne sont pas bien faits, l'organisation n'est pas en place, la méthode n'est pas en place, les options ne sont pas en place, cet argent prend toutes les directions sauf celle du projet. Vous voyez? Donc, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et même quand je regarde les coûts de cette machine aujourd'hui, j'ai compris une chose là-dedans, c'est que le coût des machines que vous voyez là-dehors, le plus gros truc, ce n'est pas la matière que vous voyez là. C'est le coût, l'expertise des gens qui ont conçu ces machines-là. C'est ça la chose qui coûte le plus cher dans ces... Et en Afrique, nous avons mis très souvent une valeur pratiquement zéro sur le capital humain. Sur le capital humain. Et on ne met tout que sur ce qu'on achète. Quand l'argent, c'est pour acheter quelque chose, c'est pas pour payer ceux qui vont réfléchir. C'est un peu l'Occident. À l'Occident, c'est un peu l'inverse qui se passe. Donc maintenant, c'est vrai qu'il a fallu fabriquer des pièces. Je les ai dessinées toutes. Jusqu'à la dernière pièce de la machine. Il y en a des centaines. Donc, ça a été un travail ardu. Donc, mais je ne les ai pas fabriquées toutes. Les outils se fabriquent, ou les pièces se fabriquent avec des machines spéciales qui s'appellent les machines-outils. Il y en a qui sont très précises, au centième, au millième millimètre. Ça, vous ne les voyez pas. Mais voilà le prix à payer, le niveau de précision à payer pour arriver à ce niveau à ce genre de machine. C'est des précisions au micron, au millième de millimètre. Voilà. Et des réglages au dixième ou au centième millimètre. Parce que la graine de pistache est extrêmement fragile, extrêmement légère. La coque et la graine se ressemblent comme deux gouttes d'eau presque. Vous voyez, et presque les mêmes poids, quelque chose à moitié près. Donc il faut être extrêmement précis. Oui, j'ai dû payer pour fabriquer des pièces. C'était pas moins cher, mais c'était pas le plus cher. Le plus cher, c'était le temps de réflexion, le temps d'étude. Tout à fait. Alors c'est vrai que vous en aviez les moyens. Je reviens sur la notion de moyens. C'est vrai qu'en travaillant dans une société comme celle-là, j'ai pu acheter les appareils dont j'avais besoin pour faire des mesures, les pièces que j'avais. Mais une fois de plus, je connais des organisations qui ont essayé de faire ce projet et qui n'y sont pas parvenues, mais ils avaient les moyens. Donc, et même des personnes en ont probablement eu plus que vous, mais qui les ont dilapidés ou investis ailleurs. J'en connais, quand on présentait le produit, il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'il y a eu des projets, des fonds qui ont été engagés dessus et ça n'a pas abouti. Mais là, c'est sur fonds propres. Donc, si on parle d'argent, ce n'est pas moi qui ai dépensé le plus en recherche sur ça, en fait. J'ai dépensé le plus en énergie cérébrale, si on peut dire. Plus qu'en énergie, plus qu'en finance réelle, quoi. À la jeunesse d'aujourd'hui vous suit attentivement et puis d'ici à la fin de cette émission, vous leur direz sans doute d'autres secrets. On va revenir maintenant sur le dépôt de votre dossier à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ça se passe comment Pour vous dire, en fait, j'ai déposé ce brevet 2 fois. J'ai déposé pour la première fois en 89 en France. Et comme vous parlez d'argent, je n'avais pas de sous à ce moment pour payer tout ce qu'il fallait pour arriver à la fin du brevet. Il a été déposé, arrivé au bout, il y avait plein d'argent encore à payer. Je n'ai pas pu payer, c'est chaque année il faut payer. Donc
toutes les façons. Ça va être déposé. C'est peut-être pas un secret. Hein? Oui, donc maintenant, quand on revient à l'OAPI, justement, le problème de sous ne se posait plus en tant que dépôt de brevet. Je m'étais préparé avant de quitter ma société où je travaillais à l'époque. Donc, le principe, il n'est pas bien compliqué. Il faut avoir une idée, avoir des dessins, avoir une description. Et puis, vous payez un certain montant à l'OAPI et vous attendez le résultat. Il y a des recherches qui vont être faites pour s'assurer que ce n'est pas un plagiat ou que c'est vraiment quelque chose d'innovant. Oui. Voilà. Et alors, il faut prouver, n'est-ce pas, que personne au monde n'a fait ce que vous avez fait. Les spécificités, n'est-ce pas, qui vous sont propres, dont la paternité vous revient. Mais ce n'est pas pour décourager les autres. Hein. Peut-être si vous nous dites combien vous avez dépensé dans le process, n'est-ce pas, le dossier, les montants à payer, ça découragerait certains Camerounais qui voudraient bien se lancer dans la recherche et surtout qui auront besoin de protéger leur invention. Je leur dirais de ne pas s'inquiéter parce que de ce côté, le ministère de la Recherche a plutôt bien fait les choses. Si vous saisissez le ministre avant, la plus grosse partie des frais, c'est l'État qui les payera. Bon, ça n'a pas été mon cas parce que je n'étais pas au courant avant. Donc j'ai payé, ça coûte, c'était dans les 700 000 francs le dépôt et plus d'autres frais qui suivent. Donc ce n'est pas en fait le plus dur si vous voulez. Mais par contre, si vous saisissez le ministère avant, mais vous ne payez pas grand-chose. Le ministère paye la plus grande partie s'ils sont convaincus que ça vaut la peine. Donc les choses sont quand même faites au niveau du ministère de la développement industriel, technologique, pour aider les chercheurs. Et pour vous avez dit, c'est 2 fois que vous avez déposé ce dossier. J'avais déposé à l'époque en France, oui. Il y a bien longtemps, et puis j'ai déposé au Cameroun à mon retour ici, voilà. Et le premier dépôt n'a pas fructifié. Il a fructifié, mais je n'avais pas de sous pour continuer à l'entretenir. Voilà, j'ai le dossier dessus, tout a été approuvé, tout a été dessus. Oh. Et c'était toujours pour le compte de l'OAPI? Non, là, ce n'était pas l'OAPI. Ah, ok. Voilà. Ok. Et je suis bien content d'avoir déposé à l'OAPI parce que là, je suis de retour chez moi en Afrique où je me sens très à l'aise, quoi. Et un dépôt d'invention un brevet d'invention comme celui-là, nous disons, c'est le 17399. Hein, c'est marque déposée. C'est bel et bien une marque déposée. On me dirait même à prononcer avec précision. C'est brevet d'invention, mais si le nom est une marque, mais c'est brevet d'invention. Voilà. Oui. Parce que les marques, c'est autre chose dans la littérature. Oui. Les brevets et marques, comme on dit. Dites, c'est pour combien de temps votre brevet? C'est pour toujours? Vous pouvez le céder? Ça se passe comment? Oui, lorsque vous avez en fait un brevet d'invention, ça dure, dans le cadre chez nous, c'est 20 ans de protection. Et chaque année, vous devez payer pour que le gouvernement... C'est une protection que vous demandez en fait à l'institution pour protéger votre travail vis-à-vis de ceux qui pourraient le copier. Et mais vous déposez quand même près d'un demi-million et chaque année, vous êtes encore obligé de déposer... C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que la première fois, je ne l'avais pas suivi. C'est pour ça qu'aussi, quand vous voulez déposer un brevet, assurez-vous que vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être breveté. Non seulement du point de vue de votre recherche, mais du point de vue de ce que ça va vous rapporter. Vous n'allez pas breveter quelque chose pour vous faire plaisir. On brevette ce qui va rapporter ou est susceptible de rapporter. Vous voulez protéger quelque chose parce que ça peut rapporter. Donc 20 ans de protection. Après ça tombe dans le domaine du public. Voilà. Et vous avez commencé par exploiter vous-même. Les résultats sont là. On a vu ceux de Douala, du moins ceux de Douala à la FIAC. On a découvert, n'est-ce pas, ces produits, l'Ongon, les Goussi. Samuel, n'est-ce pas, Goussi Machines. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un brevet si on ne peut pas l'exploiter soi-même? On peut le céder à quelqu'un d'autre? Oui, très bien. Effectivement, ça peut se céder, ça se négocie. Je ne pense pas qu'il y ait une règle absolument immuable là-dessus. Ça se négocie. Les gens peuvent céder une licence à une autorisation à quelqu'un d'autre d'exploiter votre brevet. Beaucoup de gens le font parce que beaucoup de chercheurs n'ont pas les moyens de faire. Beaucoup de grandes entreprises, par contre, déposent énormément de brevets. En fait, les plus grands déposeurs de brevets dans le monde, c'est les grandes sociétés. Le groupe Schlumberger où j'étais, on déposait beaucoup de brevets dans la société. Vous voyez, vous prenez un groupe, je ne sais pas, Peugeot, Renault, Exxon, tous déposent beaucoup de brevets parce qu'elles peuvent s'offrir des centres de recherche qui découvrent et protègent ce qu'elles ont trouvé pour leur industrie. Sony, Apple, Samsung, ça c'est des gros déposeurs de brevets. Et lorsque vous en déposez un, c'est comme si vous épargniez de l'argent, ça vous produit... si vous cédez votre brevet d'invention à quelqu'un d'autre... Voilà, il y aura un accord entre vous. Il y aura un accord pour savoir combien il va vous payer. C'est vraiment une affaire qui se négocie. Si les gens ne sont pas assez avisés, peuvent prendre conseil auprès des avocats qui sont dans le domaine. C'est vraiment une négociation. Dire voilà, vous me payerez tant
pour l'exploitation de brevet, ça peut être un montant fixe, comme ça peut être une partie d'un montant annuel, mais ça peut être une rente annuelle versée à M. Tam pour l'exploitation de son brevet. Comme ça peut être un montant fixe, une fois on n'en parle plus, ou encore un pourcentage de ce qu'on en fait. Pendant les options. Pendant X temps. Voilà. C'est une négociation commerciale. Voilà. Et au bout de ce temps, vous pouvez continuer vous-même à... Et dans votre cas, si quelqu'un, un multimilliardaire, vous propose, n'est-ce pas, de fabriquer à la chaîne, n'est-ce pas, cette chaîne, cette unité de production. Bon, c'est vrai qu'il y a eu déjà quelques spéculations là-dessus. Mais la direction que j'ai prise pour l'instant, et bon, ça a duré encore quelques années, c'est aller jusqu'au bout de la logique scientifique, technologique et de la logique commerciale. Et ensuite, je dirais, le chemin est arrêté. Je pourrais à ce moment, s'il faut en sortir, le vendre, s'il faut. Mais pour l'instant, on n'est pas au bout de la logique. Regardez ce qu'on a fait. En rentrant dans l'huile, vous avez bien découvert pas mal de choses que ça peut faire. Je ne suis pas convaincu que j'aurais vendu ce brevet. On en serait où on est aujourd'hui en matière de dérivés, les dérivés et de découvertes que nous faisons. Et je peux vous dire qu'on en a encore. Hein. Dans la pipe, comme on dit en anglais. Je ne veux pas trahir de secret. J'ai lu quelque part que vous envisagez une crème de pistache ou encore quelques autres produits de gamme. Il y a encore toute une série de produits dérivés sur lesquels nous travaillons. Lorsqu'on s'est arrivé à un niveau où nous estimons, voilà, cette graine aux vertus vraiment exceptionnelles est arrivée à ce que nous estimons un potentiel suffisant, à ce moment-là, on va effectivement ouvrir. Nous ne pouvons pas développer ça nous tout seul, hein, ça c'est clair. Je ne peux pas, sur fonds propres, continuer à un moment donné, ça va s'arrêter, je n'aurai plus les moyens. Faudrait bien que... À vous comprendre, la recherche d'abord, ce n'est pas tout de suite ce que vous gagnez en vendant, j'allais dire en bradant, n'est-ce pas, ce que vous avez fait. C'est d'abord des recherches. Oui. Autrement dit, si au premier venu, vous aviez cédé votre brevet, vous ne seriez pas en train de continuer vos recherches sur... Absolument. La passion continue. Ouais. Donc cette passion est encore en place et jusqu'à ce qu'on ait... il y a plus encore derrière, il faut qu'on regarde aussi toute la filière. Toute la filière, on a quand même une graine qui a des vertus énormes. Donc il y a toute une filière, toute une chaîne de valeur économique derrière ça qui va se mettre en place. Peut-être verrez-vous aussi à quoi peuvent servir, n'est-ce pas, les coques, n'est-ce pas, les coques de la pistache. Mais vous deviendrez peut-être chercheur bientôt. Effectivement, mais ça, c'est pas moi qui vais le faire. J'appelle justement les jeunes, les universitaires à le faire. Maintenant qu'on en produit beaucoup, je les appelle à vérifier, à voir ce qu'on peut. Je suis sûr qu'on peut faire beaucoup de choses avec les coques. Et on va travailler les universités là-dessus. Oui, j'allais vous me coupez la lèvre sous les pieds, j'allais vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites, n'est-ce pas? Est-ce que ces jeunes chercheurs, vous travaillez avec eux, vous travaillez avec les instituts, les autres instituts de recherche au Cameroun? Personne ne vient vous voir? Bon, pour vous dire vrai, au Cameroun, pour l'instant, c'est non. Ce n'est pas encore, je préfère dire ça. J'en ai beaucoup parlé avec certains responsables scientifiques et universitaires. On a beaucoup échangé, notamment à la faculté de biochimie à Yaoundé. Il y a des gens qui ont fait des recherches sur le pistache dessus, sur la pistache, pardon. On a beaucoup échangé dessus, on a parlé un peu avec l'école polytechnique. Bon, mais on s'est toujours dit qu'il faudra qu'on mette quelque chose de plus élaboré, de concret sur la place. Par contre, l'institution avec laquelle j'ai vraiment travaillé et qui a eu des résultats, c'est des instituts à caractère commercial, des laboratoires étrangers. Et ça coûte cher, effectivement. Il fallait faire des recherches assez pointues sur la biochimie de la graine, de l'huile, ainsi de suite, dans le laboratoire, en France, en Allemagne. Et ça, effectivement. Et il fallait le faire dans les institutions. On sait que les résultats sont mondialement non contestables. Okay? Alors qu'au pays, je ne dis pas que les résultats ne sont pas, il y a des choses qu'on ne fait pas au pays, tout simplement parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut. Et même quand on les fait, on n'a pas la même méthode de calibration. Maintenant, nous avons une base établie. Nous savons maintenant ce qu'il y a dans la graine. Nous pouvons faire ces analyses au pays parce que nous avons de quoi comparer. Il fallait qu'on établisse une base scientifiquement non discutable. C'est pour ça qu'on a fait des recherches en payant un laboratoire étranger, qualifiés et reconnus dans leurs compétences pour. Et comment du côté de, j'allais dire, que ce soit du Minérésie, on a accueilli ce projet dans les instances, n'est-ce pas, gouvernementales? Comment est-ce qu'on a accueilli ce projet? Un Camerounais qui invente, ça fait quand même... j'allais dire, n'est-ce pas, vous portez le prénom Samuel, vous n'êtes pas différent, un Samuel peut en cacher un autre, dans votre cas, dans votre domaine. Comment est-ce qu'on a accueilli, n'est-ce pas, cette nouvelle du côtais des pouvoirs publics camerounais? Je dirais que je ne me suis pas beaucoup adressé au pouvoir public également.
Donc, je me suis adressé à quelques institutions universitaires comme vous et qui ont très bien pris la chose. Les pouvoirs publics, ça viendra. Mais je me dis quelque part aussi, ça les intéressait. Elles auraient fait le pas également. Mais de mon côté, j'en ferai plus. Et je saluerai quand même un élément, lors de la FIAC, par exemple. C'est les pouvoirs publics qui ont payé le stand pour nous. Donc, ils ont repéré un certain nombre de sociétés qui faisaient du Made in Cameroun, sont dit, tiens, on va donner un coup de pouce. Et ça, je salue cette initiative-là. Voilà. À travers, n'est-ce pas, le ministère des petites et moyennes entreprises, le plan aussi, économie, voilà. Économie PME. Les pattes, tout ça. Bon, on va quand même, il faut reconnaître, c'est le Christ qui le disait encore, nul n'est prophète chez soi. Dit que vous êtes quand même consultant du système des Nations Unies en matière de recherche, de développement, et que dans votre propre pays, que beaucoup ne sachent pas que c'est un Camerounais qui s'appelle de surcroît Samuel Safo Tchofo, à qui revient la paternité de cette chaîne de production, c'est tout dire. Écoutez, c'est vrai que je suis tout aussi chrétien que vous et que nul n'est prophète chez soi. Donc, j'espère qu'à un moment donné, après un certain temps, vous savez, même le Christ n'est pas prophète chez lui, mais après des années, ça a été reconnu. Ouais. Je pense que c'est une affaire de temps. Parce que vu les vertus et la valeur que cette graine a, je pense que c'est une affaire de temps. Vous savez, je vous dis quelque chose, c'est surprenant d'abord. L'un des premiers surpris, c'était moi-même. Donc, si moi, l'inventeur, j'ai été surpris de ce qu'il y a dans cette graine, imaginez les autres. Donc, ce qu'on a constaté à la FIAC, c'est que les gens ont appelé ça, ils avaient leur triple surprise au début. Ah, on peut décortiquer cette graine. Donc, les gens sont surpris, il y a un gros effet de surprise. Deuxièmement, on peut produire son huile en grande quantité. Et troisième élément de surprise, ça peut faire ça, ça peut faire ceci. Vous voyez, on est encore à notre avis dans une phase de surprise où on se pose la question, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je pense que c'est une affaire de temps. Beaucoup d'inventions sont passées par là, il n'y a pas que celle-ci. Il y a beaucoup de Camerounais qui inventent tous les jours aussi, mais qui n'ont pas encore eu le plaisir, la chance de passer sur votre chaîne. Peut-être parce que on dit les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Vous ne voulez pas communiquer parce que vous avez encore des choses à trouver. Peut-être que, comme on dit, l'humilité précède la gloire. Vous voulez que des gens découvrent et vous ne voulez pas vous mettre au devant pour claironner partout que vous êtes ci, vous êtes ça. Merci pour cette leçon d'humilité. Alors, vous allez quand même dire quelque chose à la jeunesse. La jeunesse qui nous écoute, elle languit de savoir. Elle va sans doute, n'est-ce pas, avoir de vous d'autres clés de succès. Oui, je leur dirais qu'au terme de cette aventure, qui a quand même duré beaucoup de temps, il y a certaines leçons à tirer. Et avant de la leçon, je vais donner deux petites choses. La première, si votre caméra peut montrer. Voilà. Si votre caméra peut montrer ça. Ce document, c'est un document qui m'a pris un certain temps à réaliser. Peut-être que vous ne voyez pas en entier, mais vous voyez le titre ou pas? Voilà, les 10 clés de l'invention et de l'innovation. OK. Donc, ces leçons tirées à partir de l'invention de cette chaîne de décortiquage de pistache. Et ces leçons sont presque universelles. Et parmi ces leçons, la première, c'est la passion. Ça part de la passion, la dernière, c'est le travail. En fait, les deux ça dépend de par où on prend. Et celui qui n'aime pas vraiment ce qu'il fait, il n'y arrive pas. Et celui qui ne travaille pas d'arrache-pied n'y arrive pas. Et quand on y arrive, je peux vous dire une chose, c'est vraiment un motif de satisfaction qui ne se mesure pas. La satisfaction ne mesure pas seulement la quantité d'argent qu'on a. Ceux qui ne prenons que la direction d'avoir l'argent tout de suite, on sait où ça mène. Hein? Elle a fait mania à la prison, ainsi de suite. N'est-ce pas? Bon, pour le travail... Comme dirait l'autre d'ailleurs, à quoi sert l'argent dans les mains des insensés? En matière de travail, si vous regardez encore, là, je vais vous montrer deux petites choses encore dessus. Voilà, ici, je ne sais pas si votre caméra est dispo à montrer. Là, nous avons ici un extrait des efforts consentis dans un projet comme celui-ci. Donc, je vais le lire, hein, même si je vous dis quelques-unes, vous allez voir. Il y a eu plus de 20 000 mesures effectuées et analysées statistiquement. Donc, c'est un travail où il fallait des heures et des heures pour faire, et des jours pour faire les mesures. Plus de 40 dispositifs techniques construits uniquement pour tester chaque élément. Et ces dispositifs, après, certains ont été détruits, d'autres ont été conservés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail derrière. Plus de 1000 pièces mécaniques ont été fabriquées ou achetées. Et plus de 20 000 trous percés à la main. Il faut imaginer, on voulait faire des plaques qu'on trouvait par l'industrie, on a percé à la main nous-mêmes. Ça a pris des mois. Rien qu'à percer des trous. Plus de 20 000.
Et s'asseoir faire un atelier personnel, un laboratoire personnel où il fallait faire des recherches et sortir des équations. Et puis oui, le PISH a beaucoup d'équations, cher monsieur. Les équations mathématiques qu'on enseigne à l'école, ce n'est pas seulement pour avoir 10 sur 20, 20 sur 20, 15 sur 20 en mathématiques, c'est pour s'en servir demain. C'est ça que je voulais que les jeunes comprennent. Tout ce que vous voyez qu'on apprend en physique, en mathématiques, c'est autour de nous. Ce n'est pas des vues de l'esprit. Si vous vous y mettez, c'est autour de nous. Et c'est ça qui permettra de transformer notre milieu. Si vous prenez aujourd'hui, je vous prends le moyen de tamis, je peux vous donner l'équation différentielle du tamis. Si vous prenez le moyen de poteau, je peux vous donner les conditions d'équilibre dans lesquelles ça reste. Et ainsi de suite. Et pour terminer dessus, prenez quelque chose comme le pont sur le Vouri, qui a été construit après 60 ans. 60 ans après, on appelle encore des étrangers pour construire le pont sur le Vouri. Il faut que chaque jeune se pose la question, mais nous avons pourtant, n'est-ce pas, une école polytechnique, nationale polytechnique. Voilà. Non, ben, c'est intéressant ce que vous dites. Il faut. Je voudrais, n'est-ce pas, qu'on zoome quand même. Vous permettez que notre caméra zoome et puis que ça reste dans nos archives. On va les efforts consentis. Ouais, les efforts consentis. On va même peut-être, ce sera peut-être pris en photo là, les efforts consentis, parce que c'est hyper important que les jeunes le sachent. On a dit la passion, on a dit le travail. Ok, là, cette partie, je vous la montrerai après. Je mets les efforts consentis et vous donnez les 10 clés après. Oui. Voilà. C'est bon? Vous avez pu zoomer, sinon vous zoomerez après si vous voulez. Non, ils le font. Nous y sommes presque. Voilà les efforts consentis dans un cas comme celui-ci. Et c'est pour ça que c'est des années et c'est beaucoup de boulot. Maintenant, si vous voulez les 10 clés qui sont issues de ça, ça commence par la passion, comme j'ai dit. C'est vraiment la première clé. Celui qui n'aime pas, qui n'est pas passionné de ce qu'il fait, il n'y a pas des choses que vous n'aimeront pas toutes seules. C'est parce que vous aimez les choses vont vous aimer. Ça part de quelqu'un. Ça ne vous tombe pas du ciel, non. Et il faut avoir une idée. Donc il y a la passion, l'idée. Il faut être très observateur. Et quand on parle d'observation, c'est vraiment observer à une méthode. Observer, je me rends compte, généralement, nous n'observons pas très bien. Et je suis bien embêté que dans au secondaire ou bien au primaire, il n'y a plus ce qu'on appelait à l'époque les sciences d'observation. Ouais. L'observation, c'est quand même un des éléments clés de la science de la recherche. Être très observateur et savoir mener des expériences, mais de manière rationnelle. Il faut être prêt à accepter qu'on va faire des expériences et qu'elles ne vont pas marcher. Mais au bout de ces expériences, les échecs d'aujourd'hui peuvent permettre des victoires de demain. Mais absolument. Mais il faut surtout tirer les leçons de chaque expérience qui est faite. Ça, c'est l'une des grandes clés. Il n'y a pas de vrai échec dans la recherche. Chaque échec est une leçon pour la suite. Donc, et lorsque ça s'est fait, être capable de déduire les lois et les règles de l'expérience qu'on a faite. Qu'est-ce qu'on en déduit comme loi, qu'est-ce qu'on en déduit comme règle? Et c'est ça que j'appelle, vous arrivez à ce que j'appelle les équations de la pistache, il y en a. J'exagère un peu le nom, mais il y en a. Oui. Pour les gens qui aiment les maths, équations différentielles, équations matricielles, qu'ils sachent que ça existe chez nous, dans les produits de chez nous. Donc, après ça, il y a des choses qui sont assez communes, qui doivent revenir partout, c'est les fonctionnalités. Quand vous voulez construire quelque chose, il faut dire quelles sont les fonctions que je veux remplir. Et il faut vraiment les écrire. Il ne faut pas bidouiller. Ce n'est pas une affaire du soudeur du coin qui a soudé 2 bouts de ferraille et il arrive à quelque chose. Non. Il faut les écrire quand on fait des choses précises. Il faut les écrire et ce que j'appelle la modularité. C'est-à-dire il faut dire, voilà, je vais faire un module pour ça, un module pour ça, un module pour ça. Il faut vraiment être très segmenté. C'est vraiment la décomposition, comme on dit, l'analyse. Il faut le faire par ce qui est compliqué, il faut le mettre en petits morceaux. En petits morceaux, absolument. Et un élément très important que nous n'aimons pas beaucoup en Afrique, souvent, c'est écrire. Il faut documenter. Je peux vous dire, quand j'ai repris en 2013 la recherche, j'ai retrouvé un document que j'avais écrit en 1989 et en 1994. Heureusement que j'avais écrit en ce temps. Ça se constitue la base de beaucoup de choses que j'avais mises de côté pendant un bout de temps. Parce que c'était écrit, ça servait à faire la suite. Et beaucoup d'autodiscipline. Quand vous êtes à l'école, on vous dit faites ce devoir, faites ce. Mais là, maintenant, vous voulez faire la recherche, vous voulez faire l'innovation, c'est vous votre chef. Il n'y aura personne derrière vous. Donc c'est à vous d'être discipliné, de faire votre propre discipline. Et bien sûr, l'élément clé dont j'ai parlé, le travail et la persévérance. Le travail, le travail, le travail. Vous pouvez être aussi génie que vous voulez, on peut donner les sous que vous voulez. Si vous ne travaillez pas, ça n'arrive pas tout seul. Ça, c'était vraiment
le point le plus crucial à la fin dessus, le travail et la persévérance. Il fallait que ça se sache, une véritable méthodologie qui obéit, n'est-ce pas, à tous les standards scientifiques. Mais voilà. Voilà. Mais à se demander ce que font tous nos chercheurs. C'est vrai qu'il y en a qui savent bien le faire, mais ne savent pas le faire savoir. C'est toujours bien de le faire savoir. Maintenant, je crois que la jeunesse qui nous suit maintenant sait qu'elle peut aussi. On n'a pas encore 79 ans. Non. De toute façon, même si j'avais 79 ans, je ne suis pas sûr qu'en matière de recherche, ce soit vieux. Que non. Donc les sciences, il faut observer, il faut être passionné, il faut aimer. Au-delà de l'amour, il faut être passionné. Et on ne le dira jamais assez, il faut aussi naturellement côtoyer, n'est-ce pas, ceux qui ont réussi comme vous. Et c'est vrai, je me permets de dire quelque chose à la jeunesse, il faut avoir des modèles. Tant qu'on ne donne pas des modèles à la jeunesse, on n'aura pas beaucoup assez tôt l'inspiration qu'il faut pour arriver à ce genre d'action. Moi, je prends un exemple très simple. Le grand footballeur Samuel Eto'o, que vous connaissez au Cameroun, n'est-ce pas? Le meilleur footballeur africain pendant 4 saisons d'affilée quand il était Ballon d'Or. Il a toujours dit que son modèle, c'était qui? Roger Mila. Et c'est très important quand on est jeune d'avoir un modèle. Oui. Moi, j'ai eu 2 modèles. Ça va vous surprendre. En matière de sciences et technologie, j'ai eu 2 modèles. Sur lesquels j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune. Le sultan Joya, qui a inventé l'écriture, la machine à écraser le pistache, la topographie de chez lui, la pharmacopée Bamoun, je ne sais pas quoi. Et Cheikh Anta Diop. Quand j'étais jeune, voilà les gens qui m'ont marqué. Donc, il faut que les jeunes aient des repères. Et c'est important, ça, de s'identifier. Voilà. On reste dans le domaine du football. Il est aujourd'hui au Paris Saint-Germain, Buffon, qui a toujours eu pour modèle Thomas Kono. Ah ben ça, c'est une bonne chose. Souvent, c'est l'inverse qui se passe, vous savez. Et voilà, non, c'est bien. Le modèle, c'est comme une boussole, n'est-ce pas? Absolument. Et puis, vous imitez, vous voulez devenir comme, et puis demain... vous voulez de vos propres ailes et vous faites, n'est-ce pas, un chemin tout seul, mais vous êtes parti, n'est-ce pas, d'un modèle. Voilà. Ça se fait même pour ceux qui ont fait la haute couture. Ils appellent ça des patrons. On commence quand on veut, n'est-ce pas, tailler un vêtement, on a un patron qu'on suit. Tous ces jeunes qui nous suivent, n'est-ce pas, Monsieur Samuel Safo Tchofo peut devenir votre patron, hein, et puis vous conduire vers les cimes de la technologie, de la science et de la technologie. Nous allons demander à la réalisation de nous repasser ce reportage que nous avons suivi en tout début d'émission, hein, pour ceux qui viennent de nous prendre, qui sachent qui vous êtes, ce que vous avez fait et comment est-ce que vos produits ont crevé les yeux, n'est-ce pas, à la dernière FIAC. On va demander à Ricardo, qui réalise cette émission, de nous faire repasser ce reportage. Parmi les produits Made in Cameroun, curiosité de la première édition de la Foire internationale des affaires et du commerce FIAC, en abrégé, tenue au complexe Camtel de Bépanda à Douala, du 24 mars au 8 avril 2018, il y a eu ceux-ci dérivés de la pistache exposés dans ce stand. Celui de M. Samuel Safo Tchofo, ingénieur en électromécanique, chercheur et concepteur de la machine à décortiquer des graines, en particulier les graines de courge, sèches, localement appelées en certaines langues Ngon et ou Egoussi, dans les régions anglophones du Cameroun. Pour soulager de la pénibilité et de la lenteur à décortiquer manuellement une graine après l'autre et accroître le rendement de cet aliment très prisé pour ses nombreuses propriétés nutritives, médicamenteuses et esthétiques dans de nombreux pays tropicaux, notamment en Afrique subsaharienne, Samuel Safo Tchofo a dû se lancer dans des recherches pour inventer une machine à décortiquer la pistache dont les dérivés ne sont pas passés inaperçus à la FIAC 2018. En 1998, il engage la procédure d'obtention d'un brevet d'invention. En 2013, il démissionne de son poste de directeur général Guinée équatoriale et Cameroun de Schlumberger pour plus de recherche. Le brevet final de l'invention déposée à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, en 2015, lui est délivré le 29 février 2016 sous le numéro de marque déposé 17399 SEM, entendez Safo Egoussi Machines. Safo Tchofo dispose d'une unité industrielle de production d'une dizaine de décortiqueuses, consultants en transformation technologique et de développement
du contenu local auprès de l'Organisation des Nations Unies, qui s'intéresse notamment aux questions de développement et à la gestion de sociétés, la formation du personnel et le développement des capacités, n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin. Retour en plateau pour conclure cette émission. Samuel, vous n'êtes pas prêt à vous arrêter en si bon chemin. D'autres curiosités, n'est-ce pas, à découvrir dans l'avenir? Oui, on a parlé de l'huile. Une fois qu'on extrait l'huile en matière sèche, avec laquelle nous faisons ce que nous appelons la farine allégée de pistache. Mais c'est un grand produit qui peut énormément servir dans l'industrie de l'alimentation. C'est un super aliment extrêmement riche en protéines, plus que le soja, extrêmement riche en des choses comme le magnésium, le phosphore. Les pharmaciens vous en parleront sûrement très bien. Et c'est une farine avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Même la pâtisserie, elle remplacerait allègrement les amandes en faisant un produit de meilleure qualité, meilleur pour la santé et moins cher à payer chez nous. Il y a encore plein de choses à faire avec cette graine. Tout à fait. Samuel Safo Tchofo, nous allons nous séparer un mot pour ces enfants qui attendent toujours que l'État fasse tout, j'allais dire, les pouvoirs publics fassent tout pour eux. La peur d'entreprendre, qu'est-ce que vous leur direz? Je dirais un mot très simple. N'attendez pas toujours que ça vienne d'ailleurs. Vous êtes la clé et vous êtes vraiment le moteur de votre propre avenir. Celui qui vraiment, avec passion, travail et persévérance, a de très très fortes chances d'y arriver. Et notre pays a des potentialités énormes. Je sais que ce n'est pas évident, mais ici sur place, il y a encore beaucoup à faire. Donc la vraie croissance, elle est en Afrique, elle n'est pas ailleurs. Et la mathématique, la physique, c'est pas seulement pour passer les examens. Non, c'est pas seulement pour passer les examens, c'est pour transformer notre pays et ne pas laisser que ce soit les autres qui viennent transformer notre pays pour nous. On ne développe pas un pays par procuration, mais par appropriation. C'est pas en donnant une procuration aux Chinois, aux Italiens, je ne sais pas qui pour développer le Cameroun qu'on va y arriver. On n'y arrivera pas par là. C'est en s'appropriant les outils de développement qui sont la science et la technologie et bien d'autres. Merci. C'est sur cette note d'exhortation de la jeunesse à innover, à oser que nous allons nous séparer. Nous recevions l'ingénieur, l'inventeur Samuel Safo Tchofo, dont la paternité des machines, n'est-ce pas, à décortiquer la pistache, la coque dure, on va nous dire ainsi, SEM, entendez Samuel Egoussi Mechis, était donc là pour nous édifier. Nous en savons autant que nous sur son invention. Madame, Monsieur, ce été un plaisir que de vous savoir très nombreux à suivre cette édition. Retrouvons-nous bientôt pour une autre édition de 52 minutes pour savoir beaucoup d'autres choses de la vie et des choses de la vie. D'ici à là, ne décrochez pas, le programme de Didier se poursuit.